bienvenue pour ce premier meet-up de 2024, dédié à l'observation du ciel. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un meet-up un petit peu assez simple. Je vais juste vous parler en gros des lunettes et des télescopes. Donc, un petit peu leur histoire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu avec, quelques anecdotes aussi assez sympathiques là-dessus. Donc, du coup, je vous propose de commencer cette petite présentation en vous parlant donc de l'observation des lunettes et des télescopes. Donc, je vais commencer en fait par vous parler en fait de la lunette astronomique en premier, tout simplement parce que historiquement c'est elle qui est arrivée en premier. Hein. Donc, pour faire un petit point histoire sur le sujet, donc on ne sait pas trop qui l'a inventé en vrai, puisque les premières traces de la lunette astronomique remontent au XVIe siècle, en 1589. Donc avec quelqu'un qui s'appelait Giambattista della Porta, dont vous pouvez voir son image ici. C'est la première trace du sujet, donc des lunettes que l'on retrouve dans l'histoire et donc dans des écrits, puisque dans son ouvrage La magie naturelle, il est le premier à en parler. La deuxième personne qui en parle, en fait, ça va être Hans Lippershey, qui lui était des Pays-Bas. Donc lui, il va en parler. Surtout, il va en faire une démonstration. Donc en 1608, c'est la première vraiment démonstration d'une lunette. Alors à l'époque, en fait, ils appelaient ça s'appelle toujours une lunette d'approche. Donc en vrai, si vous voyez des films un petit peu de pirates avec des longues vues, en gros, c'est l'idée. C'est une lunette d'approche parce que juste ça approche l'image que vous regardez. Et c'était le premier, c'est la première démonstration. Lunettes d'approche d'ailleurs que vous pouvez fabriquer chez vous avec deux loupes. Hein. Il suffit juste de mettre deux loupes l'une devant l'autre et vous avez exactement ce système. C'est très simple. Donc forcément, un objet comme ça, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à s'intéresser à son utilisation et notamment à la pointer vers le ciel pour commencer à observer les étoiles et ce qui se passe là-haut. Donc il va être utilisé pour faire des observations par plusieurs personnes. On peut citer Thomas Henriot et Christoph Scheiner, qui sont deux astronomes. Mais celui qu'on va surtout retenir, vous le connaissez, je pense tous, c'est Galilée, donc qui est italien, qui lui est connu justement pour ses observations, parce que lui, vers 1609, il va aussi commencer à observer les étoiles. Donc, il va construire sa propre lunette et aussi se mettre à observer les étoiles. La différence par rapport à ses prédécesseurs, c'est que Galilée, en fait, il va vraiment commencer les premières observations purement scientifiques. C'est-à-dire que, au lieu de faire un petit peu comme moi quand j'observe les étoiles et me dire « Ah, c'est beau, c'est joli et je passe une bonne soirée », lui, il va vraiment faire une observation scientifique dans le sens où il va vraiment noter ce qu'il observe, noter les phénomènes et les observer sur le temps long. Typiquement, il va observer donc des planètes, il va commencer à observer leur déplacement dans le ciel, donc commencer à calculer des trajectoires, observer les lunes et leur déplacement autour de Jupiter, typiquement, puisqu'on parle des 4 lunes galiléennes, c'est lui qui les a découvertes et qui a observé en fait aussi leur position, etc. Et donc, il commence donc à faire cette étude. Donc, on parle de lunettes, mais comment ça marche ? Donc, alors, je vais faire des rappels, je pense, pour beaucoup, hein, puisque vous avez très certainement vu ça soit probablement au lycée ou ailleurs. La lunette, comme je vous disais, c'est très simple. C'est un tube, en fait, avec deux lentilles. La première donc, à l'avant du tube, c'est l'objectif, et la deuxième, au fond, c'est l'oculaire. Et le fonctionnement est extrêmement simple. Vous avez votre objet devant. Vous avez les rayons lumineux qui rentrent dans le tube, qui sont donc déviés par l'objectif, et l'oculaire les redresse ensuite pour l'observateur derrière. Donc c'est un fonctionnement qui est tout simple et tellement simple qu'effectivement vous pouvez le reproduire chez vous avec deux loupes, ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Petite chose intéressante sur la lunette, puisque le fonctionnement ça s'arrête là en fait. Je vais surtout vous parler de quelques lunettes remarquables en fait dans l'histoire. Donc la première, c'est celle-ci. Donc c'est la lunette de l'Observatoire de Paris, donc qui se trouve encore aujourd'hui dans la tour de l'Observatoire à la Sorbonne. Donc j'ai pris les quelques notes pour vous parler, puisque vous pouvez voir que c'est quand même une lunette assez importante, en termes de taille, puisque oui, je vais faire la blague tout de suite, en astronomie et en observation astronomique, la taille, ça compte. Voilà, donc faites toutes les blagues et les pensées bizarres qui vous arrivent là-dessus sur des tubes de grosse taille, et puis voilà, mais c'est fait. Mais oui, donc la taille, ça compte, donc plus vous avez un instrument de grande taille, quand je dis grand, c'est surtout
avec un grand diamètre, mieux vous pouvez observer. C'est pour ça que ce que je vais vous présenter aussi comme appareils remarquables, ce sont surtout des appareils très grands pour faire les meilleures observations possibles. Donc cette lunette, je disais, c'est une lunette de type Arago. Donc là, telle que vous la voyez, elle fait en fait 38 cm de diamètre, ce qui pour une lunette qui a été construite en 1854, ça commence à être assez intéressant. C'était la plus grande à l'époque, donc la plus grande lunette du monde. La deuxième, c'est celle de Nice, l'observatoire de Nice, toujours présente, qui existe toujours aujourd'hui. Donc elle date de 1888, elle fait 76 cm. Elle aussi la plus grande du monde à l'époque. Et vous pouvez voir d'ailleurs sur l'image en fait, la taille par rapport aux touristes qui visitent l'observatoire. Donc vous pouvez voir qu'elle est quand même d'une taille assez conséquente, notamment son support, qui est quand même assez important. Mais en termes de taille de lunettes, on est quand même loin du maximum, puisque j'en ai découvert une en préparant ce meet-up qui était très intéressante. C'est celle-ci, qui n'existe plus malheureusement. Donc je vous présente la grande lunette de l'exposition universelle de 1900 à Paris, qui était une lunette qui a été construite spécifiquement pour le public, pour le grand public lors de l'exposition universelle. Donc j'ai trouvé sur internet un petit schéma qui présente l'engin. Donc comme vous pouvez le voir sur le schéma, je vais essayer de me mettre de ce côté plutôt. C'était relativement grand puisqu'elle avait son propre pavillon lors de l'exposition universelle. Donc c'est voilà, donc c'était une lunette très grande qui faisait 60 mètres de long, donc placée à l'horizontale parce que il est impossible de mettre quelque chose d'aussi gros sur une monture en fait. Donc elle était placée à l'horizontale. Est-ce que vous pouvez voir en fait que je montre ici devant la lunette? Il y avait ce que l'on appelle un sidérostat de Foucault, donc c'était simplement un miroir qui était placé devant la lunette pour viser ce que l'on voulait observer, qui redirigeait les rayons vers les objectifs de la lunette, parce que si vous voyez sur l'image, elle en a deux, un pour les observations et l'autre était utilisé pour les photographies. Et pour les observations, vous pouvez voir sur le schéma du haut, en fait, c'était projeté dans une sorte de salle de cinéma où on projetait en fait ce qu'affichait la lunette au grand public. Voilà, et donc les lentilles, là, faisaient 1,25 m de diamètre, ce qui est, je crois, ce qui va être les plus grandes lentilles de lunettes qu'on ait jamais créées. La lunette est tellement grande qu'en bas à droite, vous pouvez voir que la mise au point, elle était montée sur rail pour la mise au point carrément, parce que à ce niveau-là, il n'est plus moyen de moyenner. Et ce qui est dommage, c'est que cette lunette, en fait, alors elle n'a jamais vraiment été utilisée pour des observations scientifiques parce qu'elle n'était pas très pratique forcément à l'utilisation. Et en fait, la société qui l'opérait à la fin de l'exposition universelle a fait faillite, donc elle a été mise au rebut. Et seules ont été conservées en fait les lentilles qui se trouvent apparemment dans un grenier de l'Observatoire de Paris et le miroir du sidérostat qui se trouve aussi à l'Observatoire qui est exposé lui. Donc c'est les deux seuls éléments qu'on a conservés de cette lunette qui finalement restera probablement la plus grande du monde. Restera parce que les lunettes ont quelques inconvénients. Notamment fabriquer une grande lentille, c'est difficile et cher. Pour ceux qui ont des lunettes, il y en a quelques-uns autour de la table ici. Vous êtes peut-être plusieurs en ligne aussi, comme moi. Quand on fait vos verres de lunettes, ça coûte cher. Imaginez une lentille de verre de plus de 1 mètre de diamètre, ce que ça coûte. Ensuite, les lentilles aussi produisent des aberrations chromatiques, puisque comme elles ne sont pas planes, sur votre bordure de champ, en fait, vous allez avoir des aberrations qu'on appelle de coma, c'est-à-dire que l'image va être déformée, les étoiles vont typiquement apparaître comme des comètes. Donc pour l'observation amateur, c'est sympathique, mais pour l'observation scientifique, c'est un petit peu gênant. Et enfin, puisque je vais basculer dessus, je vais vous parler des télescopes. Un télescope, en fait, à performance égale, il va être plus compact. Donc ça va être quand même beaucoup plus pratique, soit comme pour moi qui ai un télescope à transporter et à utiliser au quotidien, soit en termes d'installation, pour des télescopes de taille comparable à celle de Nice, donc de la lunette de Nice, soit vous aurez un télescope plus puissant, soit vous aurez besoin d'une installation moins grande, forcément. Donc je vais parler maintenant des télescopes, donc le deuxième type d'outils pour observer. Donc ils sont arrivés un petit peu plus tard que les lunettes. La première mention qui en est faite, c'est à James Gregory qu'on la doit, c'est un mathématicien écossais. Donc en 1663, il en a proposé la formule dans son ouvrage Optica Promota, donc télescope qu'on appelait le télescope grégorien, forcément, puisqu'il s'appelait Grégory. Mais le premier vrai exemple de télescope physique en fait, et utilisé que l'on connaît dans l'histoire, on le doit à quelqu'un que vous connaissez forcément, on le doit à Isaac Newton.
qui a, lui, construit les premiers exemplaires de télescopes. Donc, le premier qu'on a, a été construit a priori en 1668. Et le modèle qu'il a construit, en fait, il a légèrement modifié le modèle de Grégori et, pour créer ce que l'on appelle le télescope donc, de Newton, que je vais vous présenter. Puisque les télescopes, en fait, contrairement aux lunettes, il y a plusieurs types où leur fonctionnement diffère légèrement. Donc, celui que je vous présente à l'écran, alors ils ont une forme à peu près identique, mais ils ont en fait les composants à l'intérieur sont légèrement différents. Donc pour le télescope donc de ce cher Isaac, donc le télescope de Newton, vous avez toujours un objectif et un oculaire. Donc la différence avec la lunette, c'est que l'oculaire c'est toujours une lentille devant laquelle vous allez mettre votre œil pour observer, mais cette fois l'objectif ce n'est plus une lentille, c'est un miroir. Et dans le cadre du télescope de Newton, c'est un miroir concave sphérique. Et donc, le fonctionnement reste quand même assez simple, en fait. La lumière rentre dans votre tube et vient frapper le miroir qui se trouve au fond. Le miroir va réfléchir la lumière sur un deuxième petit miroir qui est juste plat, qui se trouve devant. Lui, son seul rôle, c'est simplement de réorienter les rayons lumineux vers l'oculaire qui, lui, va redresser l'image pour que vous puissiez la voir. Donc, c'est un système qui est très simple, que l'on trouve encore aujourd'hui. Mon propre télescope personnel qui me permet de me faire plaisir, c'est un Newton. Il est tout simple, donc il est simple et assez abordable. Par contre, il a deux problèmes. Il a aussi une aberration de coma en bordure de champ, puisque son miroir n'étant pas plat, quand vous regardez au bord de votre image, en fait, vous allez avoir aussi des aberrations et des étirements. Et le deuxième problème, c'est que le deuxième miroir, si je ne l'ai pas représenté ici, en fait, il est tenu dans le tube par ce qu'on appelle une araignée. C'est juste une sorte de croix en métal ou en plastique. Et cette croix, elle se voit sur les images. Si vous voyez des photos du ciel avec des étoiles, vous avez souvent vu ces étoiles qui sont assez jolies là justement qui sont en croix brillantes, etc. Ben, c'est parce que c'est l'araignée du télescope de Newton qui fait cette image là et qui étire la lumière. Alors c'est très joli sur une photo. Quand vous essayez de faire des observations scientifiques de l'étoile en question, c'est pas top. Donc c'est pour ça qu'on a créé d'autres types de télescopes pour améliorer ce principe, notamment le télescope dit Smith-Cassegrain, pardon pour la prononciation. Donc tout d'abord, alors c'est non composé parce qu'il y a deux évolutions ici. Le Cassegrain, c'est juste, on a changé le miroir. Donc lui, cette fois, j'ai noté, il est concave et parabolique, et le secondaire est hyperbolique. C'est pour ça que je l'ai pas mis plat. Il est plus compact, donc, et il a la particularité d'avoir l'oculaire dans un trou à travers le miroir. Donc cette fois-ci, les rayons font ce trajet-là, ils sont réfléchis par le miroir primaire, reviennent sur le miroir secondaire et sont ensuite redressés par l'oculaire devant les yeux de l'utilisateur. Enfin, l'œil de l'utilisateur, si vous n'en utilisez qu'un seul quand même. Le problème ici, c'est que le miroir, s'il est plus compact, le miroir parabolique crée là aussi des déformations de coma. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a créé le Smith-Cassegrain. En fait, on a repris un miroir plus simple, qui est sphérique et donc plus facile et moins coûteux à fabriquer, mais pour corriger en fait les aberrations du miroir sphérique qui vont être aussi un peu problématiques, on a mis devant ce qu'on appelle une lame de Schmitt. Donc c'est ce trait bleu que j'ai représenté ici sur le schéma. C'est juste une lame de verre qui juste va corriger en fait les défauts du miroir sphérique. Comme le miroir en fait va être sphérique, va être assez uniforme, on peut assez facilement le corriger avec une lame de verre. Ici ? Donc, petite question en direct pour savoir si c'était un autre miroir. Oui, c'est un deuxième miroir qui renvoie l'image pour la mettre vers l'oculaire. Ouais, tout à fait. Voilà. Le problème de ce système, c'est qu'il souffre toujours quand même de coma. Donc, le dernier exemplaire, le dernier type de télescope, alors je ne l'ai pas représenté parce qu'il a toujours la même forme, mais il s'appelle le Richelieu chrétien. Donc là, on a aussi changé les miroirs pour mettre des primaires et secondaires qui sont paraboliques pour éviter le défaut de coma. Alors c'est compliqué à fabriquer, mais comme c'est ce qu'il y a de plus précis et de mieux, c'est ce que tous les télescopes scientifiques vont avoir aujourd'hui. Et les dernières aberrations qui existent, parce que les miroirs sont toujours pas plats et déforment toujours l'image, par contre, on peut les corriger avec des lentilles holoculaires. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des lentilles correctrices et on a une image quasi parfaite à la sortie. Comme pour les lunettes, je vous propose quelques exemples de télescopes célèbres. Le premier, je vous en ai parlé, c'est le télescope de Newton. Donc là, c'est une reproduction qui a été faite dans un musée. Il faisait 50 mm de diamètre. Donc cette version-là du télescope de Newton, c'est une reproduction d'un modèle de 1671.
Mais évidemment, comme pour les lunettes, la taille du télescope, ça compte. Donc, on a très vite cherché à faire des plus grands télescopes pour mieux y voir. Donc, le deuxième que je vous présente, c'est le télescope de Herschel. Lui faisait 1,22 m de diamètre, a été construit en 1789. Donc, sur la gravure, vous pouvez voir la taille du télescope par rapport aux personnages qui sont représentés. Et pour des télescopes plus modernes, vous avez celui-ci, c'est le télescope de l'observatoire du Mont Wilson aux États-Unis. Donc, c'est le télescope qui s'appelle Hooker parce que l'observatoire en a plusieurs. Il fait 2,5 m de diamètre et il est célèbre parce qu'il a notamment été utilisé par Edwin Hubble pour mettre en évidence l'expansion de l'univers et construit donc en 1917. Et le dernier, qui est probablement l'un des plus grands dans le monde actuellement, c'est le télescope de Hale dans l'observatoire du Mont Palomar, toujours aux États-Unis. Lui, il fait plus de 5 mètres de diamètre et a été construit en 1949. Donc, par rapport à la grande lunette de l'observatoire de l'exposition de Paris, on a quand même des tailles bien, bien plus conséquentes parce que polir un miroir, c'est quand même beaucoup plus facile qu'une grande lentille. Mais on ne s'est pas arrêté là parce que, tout simplement, il y a quelques limites aussi malgré tout avec les télescopes. C'est l'atmosphère terrestre qui pose des problèmes. On le voit en direct à Toulouse ce soir parce que on voit rien forcément avec les nuages. Mais même quand vous observez avec un temps clair, vous avez des problèmes notamment de turbulence due à l'atmosphère. C'est pour ça qu'on a assez vite voulu passer sur un modèle plus avancé, c'est-à-dire les télescopes spatiaux. Donc maintenant, je vais vous en parler. Je vais vous parler notamment de mon petit chouchou qui s'appelle Hubble, que vous voyez à l'écran, du nom de Edwin Hubble, l'astronome dont je parlais tout à l'heure. Je vais vous raconter sa petite histoire parce qu'elle est, elle est sympathique et puis il y a des anecdotes un peu rigolotes entre guillemets dedans, notamment pour nous consultants. Donc la première trace de l'idée d'un télescope spatial, ça remonte à 100 ans, puisqu'en 1923, on avait déjà un astronome du nom de Hermann Oberth qui mentionnait l'idée dans son ouvrage La fusée dans l'espace interplanétaire. Donc l'avantage, plus de perturbations atmosphériques, forcément. Donc pour observer les étoiles, c'est quand même génial. Et en plus, comme l'atmosphère absorbe beaucoup les infrarouges et les ultraviolets, ça nous ouvre de plus larges gammes de rayons à observer, parce que depuis la Terre, c'est un peu compliqué. Or, il y a beaucoup d'observations, notamment d'étoiles en infrarouge et en ultraviolet, ça nous donne beaucoup d'informations. Donc, comme l'astronomie spatiale s'est développée petit à petit, donc les premières fusées, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, et on développe les vraies fusées spatiales juste après. L'idée commence à être mise en place. On a les premières fusées sondes qui sont lancées dans un premier temps. Donc, vous avez juste une fusée qui fait quelques tours de la Terre avec quelques systèmes d'observation, mais c'est tout. Les premiers satellites d'observation de la NASA sont lancés en 1962. Puis la série des Orbiting Astronomical Observatory, en anglais dans le texte, pardon pour le... Non, pas tout de suite, de 66 à 72. Donc, comme les résultats sont convaincants, donc on se décide de lancer une véritable plateforme d'observation qui soit vraiment, je vais dire, à l'échelle et sur le long terme. Et donc, on va envoyer un grand télescope et le projet est lancé en 70. Et la NASA, en fait, invite l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, à participer au projet en 74. Le truc, c'est que dès le début, il est conçu, Hubble, pour être utilisé sur le long terme. Donc, il va être conçu en parallèle de la navette spatiale américaine, parce qu'il va être prévu pour être en fait lancé et réparé et maintenu par des missions de la navette spatiale. Donc, comme il est prévu pour être maintenu par la navette spatiale, il va falloir mettre en place, prévoir tout ça. Et donc, il est prévu avec des systèmes qui sont accessibles et simples à manipuler, puisque un astronaute dans l'espace, avec sa grosse combinaison spatiale et ses gros gants, il est un peu pâteau. Donc, Hubble est entièrement prévu pour avoir des trappes accessibles depuis l'extérieur et facilement manipulables par les astronautes. D'ailleurs, sur la photo, on peut remarquer des petites poignées pour pouvoir se balader à sa surface. Et d'ailleurs, le projet de Hubble a permis de mettre au point tous les procédés d'entretien et de manipulation de satellites dans l'espace, puisque on ne l'avait pas encore fait à l'époque, on était allé sur la Lune, mais entretenir des satellites et intervenir dans l'espace en sortie extravéhiculaire, on le faisait assez peu à ce moment-là. Donc c'est Hubble, avec la navette spatiale, qui a permis de mettre toutes ces procédures en place. Et là où ce projet est intéressant pour nous aussi au quotidien, c'est que quand vous êtes consultant, vous connaissez les projets qui ont des problèmes de planning, des problèmes de budget, de qualité. Hubble, il a tout connu. Donc, c'est assez marrant de voir que, il y a eu des grands exemples de projets où il n'y a pas que nous, on n'est pas tout seul.
Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc pour le planning, donc dès le début, forcément, le projet prend du retard parce que si vous suivez l'actualité spatiale, la mission de retour sur la Lune a pris 1 an de retard direct là ces derniers jours. Donc, mais ça date pas d'hier. Hubble aussi avait pris du retard, notamment pour la partie optique, parce que donc c'est un télescope de type Cassegrain que je vous présentais tout à l'heure, donc avec un miroir parabolique. Mais un miroir parabolique, c'est assez complexe à fabriquer, surtout de cette taille. C'est un miroir qui fait plus de 2 mètres. Donc, il faut quand même qu'il soit précis et bien fabriqué. Donc, comme il a pris du retard, il a été poli de 79 à 81. Il y avait un miroir de rechange qui était prévu, qui a été annulé déjà. Ça n'a pas suffi. Tous les autres éléments optiques qui composent ce magnifique satellite ont pris aussi du retard. Aussi pendant l'intégration finale. Voilà, ça va rappeler des choses à certains. Et donc, finalement, là où... Alors, c'est assez triste à dire, mais comme j'ai noté, à chaque chose, malheur est bon. Là où le planning, ils vont réussir à rattraper, c'est grâce à l'accident de Challenger. Puisqu'en fait, en janvier 80, Hubble doit être lancé en juin 86, et en janvier de la même année, il y a la navette spatiale Challenger qui a son accident et qui explose en plein vol au décollage. Donc, comme les navettes spatiales, à la suite de cet incident, sont clouées au sol pendant un certain temps, ils vont avoir du temps un petit peu pour essayer de mettre au point Hubble de leur côté, et il ne sera lancé que 4 ans plus tard, en 90. Donc, côté budget, entre-temps, le budget qui a été voté en 77 par le Congrès américain était de 475 millions de dollars. Au moment de son lancement, le budget est passé à 2 milliards. Donc, c'est plus de 4 fois le budget initial. Dû à une sous-évaluation initiale du projet. Encore une fois, je pense que plusieurs personnes se reconnaîtront dans ce genre d'écueil. Et donc, finalement, Hubble est lancé en avril 90 par la navette spatiale Discovery. Donc, une fois en orbite, donc on le met en place, on règle les soucis de mise en place, etc. Enfin, rien que tout à fait normal. Et les premières images arrivent à mi-juin. Et c'est là que je vous parlais de problèmes de qualité. Et c'est là qu'arrive la partie la plus croustillante. Parce que les premières images qui arrivent sont floues. Oui, Hubble qui a coûté 2 milliards et qui a mis 20 ans à être lancé, les images qu'il donne sont floues. En fait, ce qui se passe, c'est que le miroir primaire qui a été poli, il est trop plat à ses extrémités. Alors, de pas grand-chose, je crois que c'est 1 ou 2 nanomètres. Mais pour un miroir de cette taille, ça fait que les rayons lumineux ne peuvent pas converger proprement. Et donc, Hubble est littéralement myope. C'est un peu triste. Et suite à l'enquête, en fait, il se trouve que le prestataire qui devait polir le miroir et surtout tester que le miroir était bien, en fait, a fait des tests, n'a pas vu de problème parce que son outil de test était mal étalonné et que les autres prestataires qui avaient vu l'erreur, ils l'ont remonté, mais ils ont dit non, ça c'est vous qui dites n'importe quoi, nos mesures sont très bien. Donc voilà. Pour terminer l'histoire de Hubble, donc grosse question, il s'est même posé la question de carrément abandonner le projet, mais en fait la NASA s'est dit qu'il pouvait sauver le truc, puisque comme l'erreur sur le miroir était uniforme, en fait il pouvait corriger ça avec un instrument optique. Et donc en 93, lors de la première mission de maintenance, en plus d'autres soucis, en fait ils ont installé un correcteur optique à l'intérieur du tube, donc littéralement ils ont mis des lunettes à Hubble, et ça a corrigé le truc. Donc maintenant, Hubble en fait marche très très bien et a permis donc quand même de très grandes avancées. Donc on peut noter notamment mesurer la vitesse et l'âge de l'expansion de l'univers, le cycle des étoiles, l'existence des trous noirs. Merci Hubble. C'est toi qui m'as permis de me faire mon meet-up précédent. La formation des étoiles, découverte d'exoplanètes, etc. Et donc si on passe effectivement à la slide suivante, je vous ai mis un petit schéma de Hubble que je vais vous présenter rapidement. Donc c'est un télescope, donc la partie centrale, c'est un tube de télescope classique avec l'ouverture en haut à droite et le miroir qui se trouve au milieu, avec donc des instruments optiques qui sont derrière. Et en fait, c'est tout simplement les images sont transférées à la Terre avec des antennes, tout simplement. Donc c'est un fonctionnement qui est assez simple. Donc voilà, on peut noter effectivement, elle a à l'arrière tous les modules, notamment ces modules de stabilisation, ce qui lui pose problème en ce moment parce qu'ils sont en train de mourir les uns après les autres. Mais comme il n'y a plus de navette spatiale, elle va atteindre sa fin de vie. Mais bon, après plus de 30 ans de bon et loyaux service, je pense qu'il peut tirer sa révérence. Et il a quand même bien travaillé, je trouve. Le deuxième télescope spatial dont je vais vous parler, qui est beaucoup plus récent, mais je vais y passer un peu plus dessus, vous en avez probablement entendu parler, c'est James Webb, qui lui a été lancé en 2021 par Ariane 5. Donc c'était le 25 décembre, c'est-à-dire qu'il a fêté ses 2 ans. Donc il est un peu différent. Donc lui, il est plus axé dans les visions sur l'infrarouge par rapport à Hubble, qui faisait beaucoup dans le visible.
Donc lui, son miroir, il est beaucoup plus grand, il fait 6,5 m de diamètre. Il a la particularité, en fait, comme vous pouvez le voir, d'être en... Alors, il est en plusieurs parties, il était plié en 3 dans la coiffe d'Ariane, parce que Ariane ne pouvait pas le porter déployé. Donc il a été, toute la première partie donc, de sa vie, ça c'était surtout de régler les images. Donc peut-être que vous avez vu passer ça, les premières images de James Webb avec 17 étoiles différentes. En fait, c'était la même, mais les miroirs n'étaient pas encore réglés. Et ils ont passé des semaines juste à le régler pour que toutes les images convergent vers un seul point. Et lui, il n'est pas myope, donc il n'y a pas de problème. Les petites images qu'il a postées, qu'il a prises sont de bonne qualité. Il a notamment refait les piliers de la création, qui est une très célèbre photo de Hubble et qui est magnifique. Donc, que je vous invite à voir. Je ne l'ai pas mise dans la présentation, mais je vous invite à la chercher sur Internet. Et donc, lui, il a je vous ai mis un petit schéma de fonctionnement. Il est légèrement différent. Donc sur le schéma, vous pouvez voir, en fait, il est en deux parties. Une partie chaude qui est en fait dessous et une partie froide qui est dessus, séparée par un bouclier solaire, parce qu'en fait, il est constamment exposé au soleil, contrairement à Hubble. Et donc dessous, côté soleil, vous avez forcément les panneaux solaires et un peu tous les systèmes de contrôle. Et au-dessus, côté froide, donc à l'ombre, vous avez le télescope proprement dit. Et en fait, donc pour l'anecdote, contrairement à Hubble, si James Webb est toujours au Soleil, c'est parce qu'en fait, il tourne pas vraiment autour de la Terre. Il est posé sur ce qu'on appelle le point de Lagrange 2 de la Terre, c'est-à-dire il tourne autour du Soleil, mais derrière la Terre et de manière synchronisée. Je ne rentrerai pas sur les points de Lagrange, il faudrait faire un meet-up spécifique dessus. Mais en gros, dites-vous qu'il est en permanence derrière la Terre par rapport au Soleil, mais suffisamment loin pour être toujours exposé au Soleil. Donc voilà, c'est juste sa petite particularité. Donc tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut observer, qu'on aurait pu espérer observer nous à Toulouse ce soir? C'est pas le cas. Donc je vous propose de faire un petit tour effectivement de ce qu'il est possible d'observer, du moins nous en tant qu'amateurs. Donc le premier élément qu'on peut observer, qui est très très simple à observer, c'est la Lune. Donc la Lune que voici, je pense que vous la connaissez tous, hein, du moins sa face visible. Donc la première chose qu'on peut observer, ce sont les mers de la Lune. Donc pour la petite histoire, c'est parce que quand on observait la Lune à l'œil nu, il y a des siècles, toutes les régions sombres, on pensait que c'était comme sur Terre des mers, des océans. Donc c'est pour ça on leur a donné des noms de mers et d'océans. Donc ce sont en fait des coulées de lave qui sont plus sombres, mais on leur a regardé ce nom-là. Donc vous pouvez voir les principales que vous voyez ici. Et vous avez également quelques points un petit peu particuliers, donc notamment des cratères. Donc je vais vous présenter les principaux éléments que vous pouvez observer sur la Lune en l'observant. Donc notamment au niveau des cratères, voilà, le premier, donc celui-ci s'appelle Tycho. Vous pouvez assez facilement le voir en bas de la Lune avec notamment tous ces rayons d'éjecta, donc tous les rayons blancs qui partent du cratère. Toujours en termes de cratères, celui-ci c'est Copernic, assez visible aussi. À côté, vous avez Kepler. Petit truc intéressant, ceci c'est une chaîne de montagnes qu'on appelle les Apennins, parce que il y a aussi des montagnes sur la Lune et elles portent le nom de montagnes sur Terre. Je crois qu'il y a aussi l'Oural par exemple sur la Lune, parce que on leur a redonné le nom de chaîne de montagnes terrestres. Ici vous avez Théophilus, qui est un autre cratère. Il n'est pas trop visible, mais je vous l'ai mis parce qu'il n'est pas très loin d'un point qui est assez intéressant. Si vous pouvez voir, c'est ce petit point lumineux au-dessus du cratère, puisque c'est tout simplement le site d'alunissage d'Apollo 11. Donc quand vous observez la Lune, c'est là que Buzz Aldrin et Neil Armstrong ont marché pour la première fois sur la Lune. Voilà, pour la petite anecdote aussi. Donc ensuite, on peut observer des planètes avec les télescopes. Donc, alors, ici, je fais une petite parenthèse. À partir de là, je vais vous présenter ce que l'on voit, un peu ce que nous, on aurait pu voir, par exemple, avec notre télescope donc à Pêche-David à Toulouse, avec un télescope amateur. J'ai fait ce choix-là parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils voient les images de Hubble ou de James Webb qui sont géniales, se disent « Ah ouais, je vais faire la même chose ». Et quand vous regardez avec un petit télescope amateur, forcément, vous ne voyez pas la même. Donc, je vais vous présenter en fait ce qu'on voit avec un télescope, et j'ai trouvé des photos qui correspondent à peu près à mon télescope perso. Donc, si vous vous dites que je vais vous montrer là, ça vous fait kiffer, allez-y, achetez un télescope et faites-vous plaisir. Mais si vous trouvez que c'est pas forcément top, juste peut-être évitez d'investir, vous risquez d'être déçu en fait. Donc, j'ai fait aussi ce choix-là pour être un petit peu
Voilà, pour essayer de remettre un petit peu les choses à leur place. Donc niveau planète, j'en ai sélectionné 3 qui sont assez visibles à côté de chez nous. Donc Vénus, que vous pouvez voir donc assez unie parce que forcément couverte d'une couche de nuages, d'une couche de nuages perpétuels. Et les 2 planètes gazeuses géantes que sont Jupiter. Donc vous pouvez quand même voir qu'avec un télescope amateur, on peut voir les bandes de nuages. J'ai pu l'observer personnellement, donc ça on le voit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut voir nous. Et la dernière, c'est Saturne, donc avec ses anneaux. Et alors on ne le voit pas sur la photo, mais sur les photos, mais pour Saturne et Jupiter, on voit comme Galilée les lunes. Donc Jupiter, j'ai déjà pu observer Jupiter et observer les 4 lunes galiléennes autour. Et pour Saturne, j'ai pu observer Titan aussi. Donc vous voyez un petit point brillant autour, c'est sa lune, c'est Titan, qui est la lune la plus grande, qui est d'une taille à peu près comparable à la nôtre lune et que l'on peut voir aussi en direct. Et moi, j'avoue que la première fois que j'ai vu Saturne avec ses anneaux en vrai, même si c'était une petite image comme ça, oui, ça me fait quelque chose, quoi. C'était quand même assez incroyable. Voilà. Et l'autre point, le dernier point que l'on peut observer qui est très intéressant pour nous, c'est ce que l'on appelle les objets de Messier. Alors les objets de Messier, c'est quoi? Donc je vais refaire un petit peu d'histoire pour vous parler de Charles Messier, qui est donc un astronome français, lui, du 18e, 19e siècle. Donc pour la petite histoire, en fait, Charles Messier, de base, c'est un chasseur de comètes. Il se passe qu'en 1759, il y a la comète de Halley qui doit faire son retour. En fait, en 1705, Edmond Halley, qui était donc aussi un grand astronome, avait remarqué qu'il y avait donc des comètes qui étaient répertoriées dans les livres d'histoire qui revenaient quand même de manière assez régulière. Et donc il s'est dit, en fait, ces comètes, je pense que c'est la même qui revient de manière cyclique, parce qu'avec les dernières avancées, donc les lois de Newton, etc., il s'est dit, en fait, je pense que c'est une comète qui a une orbite et qui revient cycliquement. Et donc il prévoit qu'elle va revenir donc en 1759. Et ben notre ami Charles, il est passionné par les comètes et il aimerait bien être celui qui observe en premier le retour de la comète de Halley. Ce serait quand même stylé et il laisserait son nom dans les livres d'histoire. Donc il pointe lui aussi son, alors, je sais pas si c'était une lunette ou un télescope, mais un télescope vers le ciel et il observe. Et il trouve quelque chose. Donc pendant quelques jours, il va observer donc ce qu'il a découvert parce qu'il faut quand même confirmer. Mais en fait, il se trouve que l'objet qu'il a découvert, en fait, ne bouge pas dans le ciel. C'est parce qu'une comète doit forcément bouger, avoir une trajectoire précise. Et ce qu'il trouve, non, ça ne bouge pas. Donc ça ne peut pas être une comète. Dommage. Donc il reprend ses recherches, mais il se fera damner le pion. Il ne sera pas le premier à découvrir la comète de Halley. Bon, il en découvrira d'autres des comètes. Je crois qu'il en a découvert plus d'une vingtaine dans sa carrière. Mais le truc qui est intéressant dans cette histoire, c'est que plusieurs fois dans sa carrière, Charles, il va tomber sur d'autres objets qu'il va observer et qui ne sont pas des comètes. Et comme Charles, il est intelligent, soyez comme Charles, soyez intelligent, il se dit, pour éviter de me faire voir plusieurs fois d'affilée, je vais noter les coordonnées des objets que je découvre dans le ciel, parce qu'en plus, ils sont immobiles. Et comme ça, je me ferai plus avoir parce que je sais qu'ils sont là et ça ne me posera plus de problème. Et un jour, donc en 1774, pour la première fois, cette liste, il décide d'en faire un catalogue et de la publier. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le catalogue des objets de Messier. Donc, aujourd'hui, il a été un petit peu enrichi, mais en fait, ce sont 110 objets dits du ciel profond, c'est-à-dire pas le Soleil, pas la Lune et pas les planètes, qui en fait sont facilement observables, sont remarquables parce que Charles les observait à son époque avec le matériel dont il disposait, qui correspond à peu près à notre matériel d'amateur. Et donc, c'est intéressant parce que, comme il était français en plus, ce sont des objets qu'on peut facilement observer en amateur depuis la France métropolitaine. Et donc, je vous propose de vous montrer quelques-uns des plus remarquables. Donc, alors, si vous les cherchez, ils sont avec l'abréviation M et un numéro, forcément. Je vous conseille plutôt de taper Messier le numéro, parce que si vous tapez M1, M42 sur Google, vous risquez d'avoir d'autres choses. Donc, le premier objet qu'il a confondu avec la comète, c'est la nébuleuse du Crabbe. Donc c'est ça. Donc ça, c'est aussi ce que vous voyez avec un télescope comme le mien, encore une fois. M42, la nébuleuse d'Orion, qu'on espérait voir ce soir, mais c'est raté encore une fois. M45, l'amas d'étoiles dites des Pléiades, qui se voit très bien avec un télescope. Ça, j'ai pu l'observer, c'est très sympathique. Vous pouvez même le voir à l'œil nu, celui-là. Alors, vous ne voyez pas les étoiles distinctement, mais il se voit assez facilement. Et je vous ai mis la nébuleuse de la Lyre que j'ai réussi à voir, et c'est littéralement ce que vous voyez, un petit rond de fumée dans un télescope. Donc voilà, assez difficile, je me suis arraché les yeux pour la voir celle-là, mais voilà. Donc voilà des exemples des objets de Messier que vous pouvez voir à travers un télescope amateur.
Bon, comme j'ai quand même envie de mettre des étoiles dans les yeux des gens, je vous propose de voir ce que c'est, et pour vous montrer la différence, de voir les images que Hubble, par exemple, peut vous donner des mêmes objets. Ça donne ça. Voilà. Allez, c'est pas tout à fait la même. Voilà. Et pour conclure, pour une dernière petite anecdote sur la nébuleuse du Crabe, cette nébuleuse, en fait, elle est apparue dans le ciel au XIe siècle, notamment des astronomes chinois l'ont observée. Donc en fait, c'est un rémanent de supernova, donc c'est une étoile qui a atteint sa fin de vie et qui a explosé en supernova, qui a donc fait cette nébuleuse. Ceux qui ont suivi mon meet-up des trous noirs savent de quoi je parle. Et en fait, donc ça a donné cette nébuleuse. Et pour l'anecdote, les astronomes chinois, quand ils l'ont observé, notamment, ils décrivent qu'ils l'ont observé, ils ont observé ça en plein jour pendant 3 semaines. Parce que c'est tellement violent et lumineux qu'en fait, ils pouvaient observer à l'époque la nébuleuse en plein jour pendant plusieurs semaines d'affilée dans le ciel. Voilà, ça vous donne une idée de la violence du truc. Donc voilà. Donc j'en ai fini pour ma présentation. Merci de votre écoute. Et puis si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Merci beaucoup.